Bonjour, je m'appelle Marie-André Lamontagne. Je dirige la programmation du Festival littéraire international Métropolis Bleu. Chaque année, le festival, il faut savoir, remet une bonne demi-douzaine de prix littéraires dans différentes catégories, et parmi ces prix, il y a le prix littéraire des premiers peuples, en anglais le First People Prize, Métropolis Bleu. Et en 2023, l'organisme Indigenous Voices Award est partenaire de ce prix par l'entremise de la bourse de 5 000 $ qui lui est associée. Fait nouveau, en 2023, le festival a ajouté le prix des premiers peuples hommage. Donc, il a été décerné sur jury à la poète Innu Joséphine Bacon, le jury qui est avec nous aujourd'hui. Alors, bonjour Joséphine. Quoi, quoi. Ouais, le jury était formé de Marie-André Gill, Joël Papillon et Maurizio Gatti. Nous les entendrons dans un instant, là, un peu plus tard, mais pour l'instant, je vais céder la parole à Sarah Enzi qui a coordonné ces deux prix des premiers peuples, le First People Prize et le prix hommage à Joséphine Bacon. Elle va s'entretenir un peu avec Joséphine Bacon pendant un petit moment, et puis à la suite de quoi, chacun des trois membres du jury, sautera dans l'arène et posera une question à Joséphine Bacon, puis l'entretien pourra se poursuivre de manière plus élargie. Puis après, je reviendrai aussi pour la suite des opérations. Donc, Sarah Enzi, la parole est à vous. Merci Marie-André. Bonjour à tout le monde. Bonjour Joséphine. Toutes mes félicitations pour ce prix. C'est tellement mérité. Merci. Vous êtes un hommage vivant. Je suis sûre que on pense tous la même chose. Dans le fond, parce que c'est un peu un reflet aussi de votre carrière, la question que je voulais commencer, c'était je sais que vous avez un 4e recueil en préparation qui va sortir plus tard cette année. Au mois de à l'automne. Okay. Et je me demandais si vous pourriez nous parler un petit peu du parcours d'écriture, du parcours de poésie depuis 2009, le premier recueil Bâton à message jusqu'à aujourd'hui. Mais tout a commencé avec Amy Tato, Parlons-nous. C'est comme ça que ça a commencé comme ça parce que Laure Morali, tu vois, elle coordonnait une correspondance entre les Premières Nations, des Québécois écrivains, Mac Poète. C'est comme ça, j'ai commencé, elle m'a demandé gentiment si je voulais bien, mais je voulais pas tout de suite parce que je croyais pas que je savais que je savais écrire, mais écrire dans un livre, pour moi, c'est un autre monde. Alors, mais comme je l'aime beaucoup, j'ai dit oui. C'est comme ça que ça s'est passé. Et puis toujours, depuis longtemps, j'écris toujours sur des bouts de papier, que j'accumule, soit dans ma sacoche, puis que je finis par, soit il y en a que j'ai jeté. J'ai commencé comme ça. J'accumulais beaucoup de choses que j'écrivais souvent en Innu parce que dans mon cœur, je retournais toujours dans le Nutmut. Alors, pour parler de Nutmut, il faut que tu parles. L'Innu, c'est en Innu que tu rêves en Nutmut. Alors, il y avait beaucoup d'Innu, fait que je gardais pour moi. Puis, une fois de temps en temps, je les relisais, puis ça finissait à la poubelle. Et puis après, Amy Tato de Laure Morali, j'ai commencé j'ai continué finalement, sauf qu'au lieu de les mettre à la poubelle, je les donnais à Laure Morali, et puis elle les accumulait jusqu'au moment où elle m'a dit, ben, ça peut faire un recueil. Et après ça, et puis un jour, je suis allée, je retourne toujours, tu sais, quand j'ai beau être dans la grande ville de Montréal, je retourne toujours, tu sais, à ma culture, à ma langue, et surtout, je retournais, tu sais, dans un souvenir que j'arrivais pas à oublier. C'était la première fois que je suis allée dans la toundra avec Ikwadohouep, un grand chasseur
de caribou. Tu sais, puis c'est ça. Alors, ça a été facile pour moi, comme je l'avais connu un peu, la toundra, et puis que j'y étais retournée une deuxième fois, mais à Mohohipi, tu sais, à la rivière Georges, qu'on appelle en français. Puis, tu sais, c'était encore plus la toundra. Alors, tu sais, puis je savais parce que Mathieu André et les vieux disaient que, tu sais, quand tu marches dans la toundra, tu sais, ta façon de marcher, tu sais, tu sens que la terre te porte. Tu sais, parce que tu marches sur du lichen, tu marches sur de la mousse, tu marches tu sais, avec le thé du Labrador. C'est un autre moment. C'est comme si tu vivais une vie qui te ressemble beaucoup plus que si tu marches sur le trottoir à Montréal, par exemple. Alors, ça, dans le deuxième recueil, ça s'appelle Nibihabwi Netemohwa. Fait que c'est comment j'ai perçu la toundra et tu sais, comment je l'ai toujours rêvé. Puis ça a donné, c'est comme si, tu sais, le Mohua, pour moi, était un personnage. Alors, t'es dans la toundra, c'est comme si je m'adressais toujours à la toundra, tu sais, qui me fait, qui me fait rêver et puis qui m'apporte toutes ces images et toute son immensité. Et puis, puis qui me renvoie aussi aux vieux récits des aînés, femmes, aux hommes, tu sais, qui m'ont raconté parce que quand je transcrivais, que je traduisais, c'est quand j'écoutais des vieux, des aînés que j'enregistrais, et, tu sais, j'étais avec eux autres, dans leurs souvenirs, dans leurs récits, dans leur nomadisme. Donc, je suis allée dans Notmut, je suis allée dans la toundra bien avant d'y être allée, comme on dit en présentiel. C'est un mot qui est très populaire ce temps-ci. Tu sais, mais tu sais, quand je suis arrivée dans Notmut, puis quand j'étais dans la toundra, je savais que la toundra me reconnaissait parce que j'étais allée au travers les récits des femmes et des hommes qui m'ont raconté Nojmat au Mohawk. Je sais pas si ça répond à votre question. OK. Oui, oui, j'ai toutes ces belles images dans la tête. Et C'est puis très beau. après ça, il y a eu Wiyesh quelque part, mais c'est quelque part n'importe où. Tu sais, c'est beaucoup dans ma tête, c'est beaucoup mon cœur aussi parce que quand même Montréal, c'est Montréal qui m'a amené à ma culture et qui m'a perfectionné dans ma langue parce que j'ai travaillé avec trois anthropologues extraordinaires qui étaient Rémi Savard, Sylvie Vincent et José Mayotte. Puis Rémi, lui, m'a raconté les Atnogan, tu sais, les mythes fondateurs. Puis Sylvie, c'est avec elle que j'étais assistante de recherche, que j'ai plutôt reprendre l'Inouaïmoun de Noutmut. Et puis avec José, tu sais, quand j'ai commencé à travailler avec eux, tu sais, je faisais de la transcription, puis elle m'enseignait à, à, à écrire en Innu, tu sais, de façon phonétique, parce qu'elle était ethnolinguiste. Donc, chacun de ces trois anthropologues m'ont redonné finalement ce que j'avais oublié, ben, ce qui était toujours dans moi, mais que, tu sais, que je n'avais pas pu le vivre parce que j'étais, tu sais, parce que j'apprenais à lire et à écrire, comme on dit, et puis, mais ça a été facile pour moi d'y retourner quand même, parce que je suis née dans le temps du nomadisme encore. Donc, c'était familier. C'était un retour C'était familier. familier, mais c'est surtout les aînés, tu sais, que j'ai transcrit et traduit, qui m'ont tout redonné. Mais c'est comme je dis, j'y étais dans Nojmut, j'étais dans la toundra, tu sais, avec eux, quand ils me racontaient à moi
Ils m'ont ordonné, de ma spiritualité, ils m'ont ordonné. L'Inouïmoun, l'Inouïmoun nomade, qui ressemble pas du tout à l'Inouïmoun quand tu es sédentaire. Tu parles pas de frigo ni de laveuse, quand tu es dans le Nojman. T'en parles quand t'es sur la réserve ou ailleurs. Donc, dans votre écriture, est-ce que vous devez inventer des nouveaux mots des fois? Ah, comment dites-vous? Dans votre écriture, est-ce que vous vous voyez créer des nouveaux mots? Non, je me vois réapprendre les mots qui aujourd'hui ne sont plus utilisés parce qu'on ne vit plus comme des nomades. Donc, ces mots-là, un seul mot est une phrase complète. La langue Innu, c'est une langue de verbes. Dans un verbe, tu as tout ce dont tu as besoin. Souvent, tu retrouves le sujet, le complément et l'action. Il suffit de mettre à la bonne personne, personnelle. Au bon pronom personnel, je veux dire. Et est-ce qu'on a le droit de savoir un petit peu à propos de votre nouveau recueil? Ah mon Dieu, mon nouveau recueil, comment je dirais? Voulez-vous que je vous en lise un? Ah oui. OK. C'est un inédit pour nous. Ah. C'est pour remplacer tous ceux qui sont passés à la poubelle. Oh. Attends. OK. Tu hurles, je garde silence pour te répondre. Mes larmes ont pleuré la pluie. Au matin, les fleurs ont fleuri un sourire. Est-ce que le recueil est bilingue, dans les deux langues? Oui, bien, c'est sûr et certain. Pouvez-vous nous faire entendre un poème dans la langue Innu? Attendez, il faudrait que je trouve dans mes vieux cahiers, là. C'était parce que ça, c'est pour que je l'ai en français. Je suis allée faire ma résidence chez Marie-André Guil. Donc, l'Innu, je le travaille toute seule chez moi. Donc, c'est dans des cahiers qui traînent un peu partout. Là, il faut juste que je récupère l'Inouïmoun qui accompagne le poème en français. Donc, un vieil ici. Notemet. Abouti und sitemet. Temet nel tsakan. Tubwaten notemyo. Tsakwa. Babagasik. Negatapnyo. Babagasik. Tsanakatawano. Nahechan. Abu Petagwas Manashbo. Staten Wies et Atmastokut. Tati Amy Win. Tati Tasnosta Win. Fogatome Kuno. Jo Johan. The Pajamon. Stakwan. Stasit. Tete Wat Chwamon. Puis là, je répète. Babagasik. Negatapno. Babagasik. Tnakatawan. Nahechan. Et voilà. C'est très beau. Comment c'est pour les deux, en fait, Joséphine et Marie-André Guil, de collaborer ensemble? C'est vraiment d'une génération à l'autre. Ça doit être tellement inspirant, autant l'une pour l'autre. Marie-André, m'approche pas Marie-André. Marie-André monte dans le bois. Donc, ce que moi, j'ai pas vraiment vécu, elle le vit beaucoup plus souvent que moi. Hein? Tiens. D'une certaine façon, moi aussi, comme tu disais tantôt, je suis dans un réapprentissage. Je pense qu'on est plusieurs à être dans une sorte de réapprentissage de trucs
d'Inuitun, par exemple, ou d'Inuimun aussi, tu sais, de retourner apprendre des choses de la culture en allant dans le bois. Mais ça, aussi, ce que Joséphine a là, c'est toute la mémoire aussi qui vient avec ça, tu sais, que t'as appris des aînés, tout ça. Et ça, c'est tellement précieux, cette transmission-là aussi qu'on peut avoir en lisant, dans le fond, tous tes recueils. Puis c'est ça qui est précieux là-dedans, là, c'est d'avoir accès aussi à ton travail, là, tu sais, quand tu travailles sur tes recueils aussi, de voir tout comment ça se construit, puis comment c'est, euh, c'est simple pour toi, tu sais. J'ai l'impression que la parole est fluide. Mm. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est fluide? Est-ce que ça déborde, tout simplement? Moi, je pense que c'est fluide. C'est peut-être, on pense tous, je pense que tout écrivain, tout poète pense qu'il est fluide. Non, on n'écrit pas pour compliquer ce qu'on veut laisser. Je sais pas. Peut-être pour certains, c'est plus. Ben, je pense que chacun a sa façon de travailler, mais bon, je sais que nos façons de travailler se ressemblent, fait qu'on vu que ça va bien de travailler ensemble, je trouve. Ouais. Ben oui. Ben oui. Oui. Nos rêves se ressemblent. Hein? D'ailleurs, quand on était à Mohoripik, là, dans la toundra à Rivière-Georges, une nuit, on s'est réveillés en même temps. Mais vraiment en même temps. Puis j'ai dit à Marie-André, j'ai dit, on s'est réveillés en même temps. Fait qu'elle a fait un feu, tu sais, pour réchauffer la tente. Puis le lendemain matin, on s'est rendu compte que c'était la même chose qui nous avait réveillés, c'est qu'on avait entendu, tu sais, les sabots de caribou autour de la tente. Vous connaissez? C'est ça qui nous avait réveillés tous les deux. Ouais, puis le lendemain, le caribou était là. Puis le lendemain, il n'y avait pas de traces de caribou. Non, il n'y avait pas de traces de caribou autour de la tente où on dormait. Mais est-ce que c'est ce jour-là? Le lendemain, on a vu là, après ça, le caribou est arrivé. Là, on commençait à en voir. Puis on a mangé du caribou par après. Ouais. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. C'était le rêve. C'était un beau rêve commun, ça. Oui, en même temps. Ouais, en même temps. Ça me fait penser à la nouvelle que vous aviez écrite. Je me rappelle plus l'année, mais ça s'appelait Le rêve des ours polaires. Oh, ouais, ça fait loin, là. C'était dans la revue Liberté. C'est la première fois que j'écrivais. Ouais. Mais d'ailleurs, Marianne, tu étais là, Madame Lamontagne? Oui, bien sûr. Pas loin, là. J'étais à la revue Liberté au comité de rédaction. Je venais d'arriver. J'étais toute jeunette. Et c'était un numéro qu'on avait intitulé Liberté aux Indiens. À l'époque, on disait les Indiens. Et donc, on avait confié, en fait, à des auteurs autochtones l'entièreté du numéro. Et ça avait eu beaucoup de succès. Et Joséphine Bacon avait participé. Un rêve d'ours polaire. Ouais. C'est vrai. Les traces demeurent, hein? Ben oui. Parlant de traces de personnes qui vous connaissent depuis longtemps, Marie-Thio aussi. Depuis le temps que tu opères dans le milieu, tu dois avoir plein d'histoires. Et je suis très jaloux par rapport à Laure parce que je me souviens bien quand je suis arrivé au Québec, on était à une fête à Terre en Vue. Moi, je préparais la première anthologie, je suis venu te voir et je t'ai dit, Madame Bacon, j'ai lu votre texte dans Liberté, est-ce que vous auriez envie de participer à cette chose? Et tu m'as dit, non, je suis pas une auteure, j'écris ici et là. Et puis finalement, heureusement, t'as continué en collaboration avec Laure et
et tu as publié tout ce que tu as publié par la suite. Mais aussi, je me souviens très bien de ce texte-là parce qu'on voyait déjà quand même la qualité de ton travail, de ton écriture là-dedans. Oh, merci. Mauricio Gatti, tout à l'heure, on vous a entendu parler en Inou avec Joséphine Bacon. Vous voulez faire un bout de conversation tous les deux, non? Non, j'ai fait juste semblant. Non, mais quand j'habitais au Québec, j'avais peut-être un petit peu plus de vocabulaire, mais c'est juste pour suivre les conversations. Mais il est parti trop loin. Parler, ça prend vraiment une proximité quotidienne à la langue parce que sinon tu l'oublies très rapidement. Mais c'est une très belle langue et moi je trouve, pour l'avoir étudié un petit peu avec Jerry McNulty à l'époque à l'Université Laval, et c'est pas une langue difficile, il faut travailler, mais c'est une super belle langue et ça vaut la peine, vraiment. Est-ce que vous avez une question à poser à Joséphine? Moi, j'étais curieux, Joséphine, pendant que je t'entendais parler, justement, étant donné que Sarah t'a demandé un petit peu ton parcours poétique, je me demandais, est-ce que toi, à partir du moment où tu as commencé à publier avec Aimedito, et puis à travers tous les autres recueils, as-tu remarqué une évolution de la réception de ton travail dans les communautés? Parce que je me souviens bien avec Rodney, au début, vous avez fait des tournées avec Aimedito, donc vous avez rencontré des gens, vous avez fait beaucoup de lectures. Est-ce que tu as vu que les gens il y a eu un changement dans les années, dans les communautés par rapport à ton travail et aux écrivains autochtones en général? Mais je trouve que aujourd'hui, il y en a de plus en plus qui osent écrire, hein, qui n'ont pas peur. Regarde Naomi Fontaine. Tous ces livres, soit qu'ils soient en film, en pièce de théâtre ou en série. Il y a la dernière Carole Labarre, qui est une Innu de Pessamit, mais qui travaille à Tchagapis. Elle a fait un livre qui s'appelle L'Or des Melaises. Elle écrit tellement bien, mais son livre, je l'aime beaucoup parce que je retrouve là-dedans la vie de nos tchèmes, la vie que finalement, je retrouve les récits des aînés dans son livre. Mais elle, c'est ses souvenirs à elle. Puis elle écrit vraiment bien. Puis d'ailleurs, moi et Laure Morali, on a coordonné un gros livre de poésie fait dans les 11 communautés Innu, mais écrit par les enfants, qui s'appelle Ninawas, moi l'enfant. Puis c'est de la poésie d'enfants. Donc, tu as vu que finalement, les gens se sont ouverts de plus en plus à la littérature, à la poésie et aux auteurs dans les dernières années. Mais oui, je pense que oui. Mais la première qui a écrit de la poésie, c'est Rita Mastokosho. C'est elle qui a été la première. Ça s'appelait Ehuapatman ou comme. C'est elle qui a écrit d'abord la poésie. Et après ça, mais la première écrivaine, c'est Kabesh. Hein? Ben, c'est ce que j'allais te dire. Je le maudis de sauvagesse. Puis je m'en rappelle, parce que dans ces années-là, il y avait José Mayotte qui habitait à Saint-Benoît, à côté de Saint-Joseph-du-Lac. Et puis, Madame Anne, elle arrivait avec ça de piles de cahiers Canada, qu'elle écrivait juste en Innu au crayon plomb. Puis là, on travaillait, dans le grenier de José, puis, elle se lisait en Innu, puis José, transcrivait, dans un premier Innu-Monde, qu'on voulait standardiser. Mais c'est José qui l'a tout transcrit, qui l'a transcrit à partir des cahiers Canada de Madame Cabes, et c'est elle qui l'a traduit parce que José parlait couramment l'Innu-Monde. C'était pas un problème pour elle. Non. Et la première édition a paru chez Le Méac. Il y a longtemps.
dans Et les puis années après, ça a été repris à 70. Mémoire d'Encrier. Voilà, ouais. Et c'est incroyable de voir, tu lis le livre aujourd'hui en 2013 et c'est encore très, très, très actuel. C'est C'est un vraiment incroyable. manifeste. Ouais. Ouais, 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 ouais. Après ça, elle avait écrit Tante Néné, aussi, quand tu fais de mon pays, qui est un peu comme je dirais, un conte, là. Oui. Tu sais, qui parle, tu sais, comment la colonisation, tu sais, est née, est arrivée. Je te remercie beaucoup. Tu me suis comme Ouais. On pourrait entendre Joël Papillon, peut-être, qui a une question à poser à son tour, à Joséphine Bacon. Oui, bien sûr. Bonjour, Madame Bacon. Merci beaucoup Oui. d'être ici aujourd'hui avec nous. Puis, félicitations, effectivement. Moi aussi, je voulais ajouter mes félicitations personnelles pour l'obtention de ce beau prix aujourd'hui. Oui, je vous avais parlé tout à l'heure du cadeau que vous avez reçu de la part des aînés qui vous ont fait voyager, qui vous ont aussi redonné votre langue, votre culture. Et je me demandais si vous voyez aussi dans votre propre travail un cadeau que vous léguez aussi au prochain, parce que pour moi, il y a cette idée vraiment de transmission qui est très importante dans votre vie. J'aimerais vous entendre là-dessus si Mais vous tu sais, quand t'es un Inou, tu sais, comme nous appartenons à un peuple de tradition orale, hein, c'est normal de transmettre ce que toi tu sais pour que, tu sais, c'est comme ça, moi, que j'ai tout réappris parce qu'on me le contait. Tu sais, puis c'est ça, c'est la transmission, c'est la première chose importante, je trouve, pour apprendre qui nous sommes, pour te retrouver ton âme, puis te retrouver ton identité. C'est C'est tellement beau cette espèce de confiance dans les jeunes qu'on retrouve dans votre travail aussi, dans Ninanois, bien sûr, mais autrement aussi qui passe par une espèce de confiance dans la prochaine génération ou dans la génération actuelle pour la suite des choses. Ouais, mon Dieu, tu sais, si je suis capable, si je peux faire un peu de transmission, et puis qui au travers de ce que je leur raconte, ils retiennent quelque chose, c'est vraiment, ça va être vraiment comme grandiose pour moi. Merci. Et Marie-André Gill est intervenue tout à l'heure, mais pas sur le mode interrogatif. Donc, si elle avait une question à poser à Joséphine Bacon. Ouais, ben vraiment, ma question ressemble vraiment à celle-là de Joël, mais c'est pas grave, j'ai pas le temps d'en préparer d'autres. Mais c'est ça aussi, je sais que la transmission, c'est important pour toi, puis c'est ça, t'inspires aussi beaucoup d'écrivains, soit Inuits, autochtones en général et québécois. Tu sais, il y a beaucoup de monde, je pense, qui te considère un peu, tu sais, comme une sorte de mentor, une sorte de coucoume national. Oui, plus un comme je dirais. Ouais. Fait que, tu sais, là-dedans, je me demandais juste qu'est-ce que tu leur dirais aux personnes, aux jeunes. Je pense beaucoup aux jeunes Inuits, tu sais, mais à tout le monde qui désirait aller vers le milieu des arts aussi pour les encourager comme à aller par là. Qu'est-ce que tu leur dirais, tu sais, pour se retrouver ou je sais pas, tu sais, un conseil. Dans l'art de l'écriture, dans l'art dans l'art avec un grand A. Ouais, comme tu veux, comme tu veux. Ouais. Moi, je pense, tu sais, moi, je crois qu'on a tous quelque chose d'artistique en nous. Tu sais, soit c'est l'écriture, des fois tu sais, même rêver, c'est une façon artistique, tu sais, de vivre. Tu sais, finalement, nous sommes tous des artistes au fond de nous-mêmes. C'est juste, des fois, ça prend du temps de trouver notre art. Mais il est là, il est bien réel.
parce qu'il prend naissance à notre premier jour de vie. Ouais. Mais je sais pas, est-ce que ça répond? Ben oui, tu sais, l'acte créateur, c'est ça, tu sais, on Ouais, crée. Ouais, ben, ouais, c'est ça, c'est parce que, tu sais, je voulais, sur le message de l'espoir aussi, tu sais, il y a des choses qui ont été perdues, mais il y a des choses qu'on peut continuer de transmettre aussi. Je trouve ça intéressant, aussi, tu tu sais. sais, dans Ouais. l'espoir, tu sais que d'espoir que nous existons aujourd'hui, Mhm. hein, Par les arts, c'est vraiment une par bonne les façon. arts, tu sais, par tellement de beauté. Et dans la transmission, il y a une réinvention aussi. Ben, tu sais, la transmission, hein. Moi, j'ai transcrit beaucoup de plusieurs aînés, autant femmes que hommes. Et puis, ce que j'ai remarqué tu sais, par exemple, ceux qui racontent les mythes fondateurs, on apprend tous les mêmes mythes fondateurs, mais celui qui te le raconte va te le transmettre à sa manière. Mhm. C'est ça qui est fantastique dans la tradition orale. Tu sais, ce que tu transmets, tu sais, tu le donnes pour que la personne qui t'écoute, tu sais, puisse en prendre le plus qu'il peut ou qu'elle peut pour retenir. C'est ça la transmission. La transmission, là, c'est ne pas tuer la mémoire. Et c'est transmettre une matière vivante aussi. Aussi. Ouais. Ben, Joséphine Bacon, à moins que Sarah ait une ultime question à poser, on va vous remercier. Mais vraiment du fond du cœur, d'avoir écrit ce que vous avez écrit, d'être la femme que vous êtes, d'être de ce que vous allez écrire encore, parce que ce n'est pas terminé. Et donc tout ce geste de transmission, c'est un geste de générosité. Et nous sommes tous reconnaissants, autochtones et non autochtones, allochtones comme je le suis, de votre générosité. Voilà. D'accord, maintenant. Merci. Mais on va vous entendre. Donc, moi, j'aimerais vous entendre tous les quatre. Vous avez choisi Joséphine Bacon. Les raisons paraissent évidentes. Maintenant, essayons d'étayer un peu ces raisons, d'expliquer pourquoi ce choix s'est porté vers elle. Alors, qui va commencer? Ben oui, on a eu le plaisir de se rencontrer cet automne pour discuter des personnes qui seraient éligibles à la remise de ce prix et on était tous immédiatement d'accord que pour la remise inaugurale du prix des premiers peuples en français, il était presque impensable de le remettre à quelqu'un d'autre en premier, bien qu'il y ait évidemment un grand nombre d'écrivaines et d'écrivains autochtones actuels qui méritent de recevoir ce prix, mais l'impact des trois recueils de Joséphine Bacon est peut-être inégalée. Elle est devenue au fil des recueils une figure tellement importante et immédiatement reconnaissable aussi de la littérature autochtone en contexte québécois. C'est une figure qui a inspiré un grand nombre de jeunes auteurs autochtones, et nous en particulier. Elle est l'autrice de recueils qui nous présentent des poèmes qui sont souvent très courts, très peu de vers, presque dénudés, mais avec une puissance d'évocation vraiment spectaculaire. Même si plusieurs d'entre nous, on n'a pas eu une expérience du territoire ou une expérience où on n'est pas nécessairement des personnes autochtones, mais elle a une façon de nous toucher droit au cœur qui nous habite aussi longtemps après la fin des poèmes.
je vais peut-être passer la parole à quelqu'un d'autre, mais il y a plein de raisons. On aurait pu en parler pendant des heures et lui jeter des fleurs toute la journée. Vraiment, on était tous très enthousiastes à l'idée de cette nomination. Oui. Alors, qui prend la relève? Parce qu'on pourrait dire, il y a l'œuvre, il y a la force de l'œuvre de manière intrinsèque, sur le plan littéraire, les mots, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi la personnalité, la personne qu'est Joséphine Bacon, et tout ça mêlé étroitement, qui ajoute aux raisons de lui décerner ce prix? Autrement dit, son aura, son importance en tant que personne. Ouais, ben, c'est moi, c'est Maurizio qui continue. Vas-y, Marie-André Guil. Oui. OK, super. Ben, je pense que c'est important de souligner ça aussi, tu sais, le côté de la personnalité, parce que, tu sais, Joséphine, c'est une personne, tu sais, elle a un charisme naturel, elle attire les gens, tu sais, c'est comme quelqu'un de très lumineux qui attire les gens vers elle. Elle a cette particularité-là aussi d'être, c'est ça, tu sais, d'être peut-être née avec un peu cette aura-là, comme ça, qui fait d'elle, un peu comme je disais tantôt, la genre de coucoum nationale. Tu sais, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde qui la voit, qui ont l'impression d'être, de la connaître, d'être près d'elle. Tu sais, les gens l'arrêtent dans la rue, là. C'est vraiment quelque chose, là, quand même. Elle attire les gens vraiment beaucoup. Puis, dans sa poésie, c'est très authentique à qu'est-ce qu'elle est aussi, tu sais, d'une certaine façon. C'est comme vraiment dans une authenticité, dans une simplicité aussi avec les gens. C'est sûr que ça va être différent dans sa poésie, dans le sens que sa poésie, comme elle le dit elle-même, sa muse, c'est les aînés, tu sais, c'est par eux que la poésie lui est venue, c'est parce que les aînés, les anciens lui ont raconté qu'elle transmet ça à travers son expérience à elle, qu'elle transmet le langage de Newt-Schmidt, tu sais, par exemple, Newt-Schmidt, l'intérieur des terres, comme qui traduit aussi qu'est-ce que c'est vraiment Newt-Schmidt. Tu sais, Newt-Schmidt, c'est pas juste dans le bois, tu sais, c'est un être vivant, tu sais, c'est une entité, Newt-Schmidt, c'est vraiment on peut avoir une relation avec, on donne, on reçoit, il y a quelque chose de plus grand qui peut pas être traduit par le mot territoire, par exemple. T'sais. Fait que ça, c'est ça qu'avec ces images poétiques, elle est capable de transmettre. Puis comme dans le temps, les vieux qui étaient un peu des encyclopédies, dans le temps du nomadisme, que c'est les gens qui avaient tout le savoir, tout ça, mais elle parle beaucoup de leur connaissance, mais je sais pas si elle le sait, mais elle devient cette personne-là aujourd'hui. C'est elle qui a ce bagage-là de connaissances. C'est elle qui est devenue notre encyclopédie d'une certaine façon. Puis c'est avec beaucoup de générosité puis de bienveillance qu'elle transmet ça sans prétention. C'est juste, j'ai reçu ça, je le redonne. C'est tout simplement avec comme la fluidité de la tradition orale. Puis c'est ça, tu sais, son œuvre parle vraiment aussi, c'est pour ça que je trouve que c'est fort, ça parle vraiment d'humain à humain, tu sais, dans une simplicité qui tend à l'universel, très sans prétention, avec une sensibilité qui est comme toujours là, qui touche au cœur, vraiment comme Joël disait, tu sais. On dirait que par ses poèmes aussi, ça nous ramène toutes, c'est ça, à notre état on revient dans le cercle. On est des humains, mais on est égal avec les animaux, les plantes, tout ça. On dirait qu'on reprend notre place, puis ce langage-là de reconnexion, on est beaucoup à en avoir besoin. Fait que je pense qu'elle répond vraiment à une sorte de besoin humain de base qui est cette connexion-là à la Terre. Fait que toutes ces propositions de relations-là qui sont dans ces poèmes sont vraiment fortes, je trouve. Puis vraiment l'étincelle dans les yeux des gens, puis dans les siens aussi de Joséphine, tu montre comment tout ça a sa place vraiment fort. Tu sais, c'est pas juste dans là, je dis des belles choses, tu sais, pour parler de son œuvre, mais ça passe pas par l'intellectuel, ça passe vraiment par le cœur, tu sais. C'est son œuvre vient vraiment nous toucher dans nos sensations, tu sais, dans qui on est, puis ça, c'est dur à exprimer quand même. Voilà. Est-ce qu'il y a chez Joséphine Bacon, il y a une harmonie, une harmonie dans son œuvre, une harmonie dans sa poésie, une harmonie dans sa personne. Est-ce que cette harmonie l'emporte sur un sens du tragique
qui seraient liées peut-être plus à la condition autochtone. Il y a quand même été question de perte tout à l'heure, là, d'oubli. C'est pas irrémédiable, mais il y a quand même une dimension douloureuse aussi. Est-ce que cette dimension-là est éclipsée par l'harmonie puis par j'allais dire la générosité de Joséphine Bacon? Ouais, ben je pense que le côté douloureux est là, puis il ne fait pas, il est pas éclipsé du tout. C'est juste qu'il n'y a pas d'amertume. Il est pas, c'est comme il est dans le présent, il est dans bon aujourd'hui, c'est ça notre histoire. Qu'est-ce qu'on fait, qui on est maintenant. Tu sais, il y a pas de, il y a aucune, il y a aucune violence, tu sais, dans sa façon d'agir. Puis ça, c'est très inou, tu sais, je trouve, parce que c'est vraiment dans la mentalité, je trouve, là, qui est dans, bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant aujourd'hui avec ce qu'on a, puis aussi qui est beaucoup dans le mot souvent utilisé, c'est résilience. Je sais pas si c'est ça le bon mot, parce qu'on peut pas revenir comme c'était nécessairement avant, mais c'est comme dans une sorte d'acceptation, tu sais, ouais, une acceptation qui ne juge pas il juge pas les autres. Tu sais. Quand on lit sa poésie, on se sent pas jugé ou on se sent pas amer. Ça, c'est important quand même. C'est une posture qui, je sais pas si elle est consciente ou non dans l'écriture, mais qui est vraiment là. Ouais. Qui est une forme d'enseignement aussi, hein? Une attitude devant la vie. Mauricio Gatti? Alors, bien entendu, je suis tout à fait d'accord avec Joël et Marie-André. Alors, je répéterai pas ce qu'elles ont déjà très, très, très bien dit. Moi, une des choses qui m'a beaucoup touché de Joséphine, c'est vraiment l'impact qu'elle a eu dans la littérature autochtone et dans les communautés. Moi, quand je suis arrivé au Québec en 98 et j'ai commencé à faire mes recherches en littérature autochtone, j'ai commencé à me promener dans les communautés, à rencontrer les auteurs qui existaient à l'époque. J'ai vraiment remarqué qu'il y avait pas qu'ils n'étaient pas très populaires. Les gens dans les communautés n'étaient pas nécessairement intéressés à ce qu'ils faisaient. Alors moi, je pense qu'il y a vraiment un avant et après Joséphine Bacon, parce que je pense avoir remarqué que c'est vraiment à partir du moment où elle a décidé de devenir un personnage public que tout de suite, très rapidement, les gens dans les communautés ont apprécié son travail et automatiquement ont commencé à apprécier le travail aussi des autres auteurs. Donc, ils ont commencé à être fiers d'avoir des auteurs autochtones qui aujourd'hui écrivent, alors que ce n'était pas le cas avant les années 2000 et avant que Joséphine, avec son humilité, son caractère, livre son travail au public. Alors ça, je pense que c'est un apport très important qu'elle a eu. Et bien entendu, sans oublier tous les ateliers de création littéraire qu'elle a fait en collaboration, entre autres, avec Laure Morali, dont elle parlait tout à l'heure, qui ont vraiment permis à des tout jeunes dans les écoles, dans les communautés, des moins jeunes aussi souvent, d'expérimenter ce moyen d'expression que peut être la littérature. Parce que dans les communautés inno, ben, c'est sûr que les musiciens ont toujours été très, très, très populaires. Mais heureusement, maintenant, même les poètes, les écrivains, avec entre autres aussi Naomi Fontaine, puis d'autres personnages, d'autres auteurs qui ont marqué positivement le milieu, eh bien, les gens ont commencé à apprivoiser ce moyen qu'ils ne, en tout cas, j'avais pas senti qu'ils considéraient comme leur il y a peut-être 20 ans. Alors moi, je pense que c'est un autre apport très, très, très important que Joséphine Bacon a eu. Donc, si je vous entends bien, mettons avant 2000, parce que c'est l'année que vous avez évoquée, ce qui aurait dominé, ce serait peut-être un sentiment de dépossession qui aurait été la couleur dans les communautés et l'arrivée de Joséphine Bacon a comme pas galvanisé, mais a changé la donne. Moi, je parle des possessions. Je pense que encore aujourd'hui, dans les communautés, on a encore beaucoup ce sentiment-là. C'est pas réglé. Mais moi, je disais par rapport à l'écriture, et à cette figure d'écrivain qui était moins populaire au début et que les gens ne sentaient pas comme quelque chose qui leur appartenait, qui les concernait.
parce que bon, on sait que les cultures autochtones sont fortement ancrées dans l'oralité. Alors c'est sûr que c'est un élément qui a fait que l'écriture ça a pris du temps avant de rentrer dans les habitudes. On a parlé tout à l'heure de choses moins agréables. Eh bien, beaucoup d'Autochtones ont eu un premier contact avec l'écriture au pensionnat. Donc, c'est sûr que ce contact s'est fait souvent dans des conditions difficiles. Joséphine dit souvent que elle, heureusement, c'est quelque chose c'est une des choses positives du pensionnat, c'était justement le fait d'apprendre à lire, à écrire. Mais oui, je pense que sa façon de vivre son rapport à l'écriture, elle l'a automatiquement transmis, comme le disait Marie-André, par les émotions, sans passer par l'intellect à d'autres plus jeunes qui peut-être pendant des années ont gardé leurs textes dans leur tiroir sans avoir le courage de les montrer parce que bon, c'était pas très très populaire d'être un poète, un écrivain dans une communauté autochtone. Alors aujourd'hui, heureusement, ça change. J'ai parlé de Carole Labarre, qui est une auteure qui vient tout juste de publier son premier roman. Donc, ce sont des personnes qui, heureusement, ont pu s'inspirer aussi de figures comme celle de Joséphine Bacon. Sarah Enzi, vous voulez ajouter quelque chose? Joséphine Bacon, elle aura une nombreuse descendance littéraire. Moi, je faisais pas partie du jury en tant que tel. Je modérais juste la conversation, mais il y avait une chose qui avait été discutée, puis qui m'avait que j'ai gardé en tête, c'est tout ce que Joséphine Bacon fait en plus de juste écrire. C'est t'as mentionné les ateliers d'écriture, mais aussi c'est l'enseignement de l'Inouïamoun, les conférences, les visites dans les écoles, participer à des spectacles, des rencontres littéraires. C'est quelqu'un qui est tellement généreux. Moi, je l'ai déjà invité dans ma classe. Elle a duré les 3 heures. C'est ça. C'est quelqu'un qui dit pas non, puis il y a cette douceur et cette générosité là que je pense qui émane vraiment de cette personne-là, puis qui se traduit dans son écriture finalement. Alors, je vais poser ma dernière question à Marie-André Guil en espérant que Joséphine Bacon va se reconnecter bientôt. Vous êtes une petite fille de Joséphine Bacon sur le plan, une descendante littéraire de Joséphine Bacon? En même temps, on a commencé à écrire presque en même temps, tu sais, puis on s'est connus vraiment au tout début quand on commençait à écrire. Oui, pour plein de raisons. Pour plein de raisons, c'est sûr que, tu sais, elle m'inspire beaucoup, surtout, c'est tout pour l'héritage et la transmission aussi, mais vraiment aussi au niveau de l'écriture, du style, le poème court qui vraiment, c'est ça, reste dans une sorte d'authenticité. C'est quelque chose dans laquelle que je tends aussi, tu sais, c'est sûr. Puis je pense que je suis pas toute seule là-dedans. Je pense qu'on est plusieurs à vraiment se laisser attraper par ce côté-là. Puis c'est sûr que oui, c'est sûr que je m'identifie à ce qu'elle écrit aussi beaucoup. Fait que il y a de tout ça. Ouais. Donc, beaucoup de choses à lire encore, hein? Beaucoup de vers à lire et de textes à lire de Joséphine Bacon et d'autres auteurs, évidemment, de l'autochtonie, du monde autochtone, des communautés. Alors, je sais pas si on peut rejoindre Joséphine Bacon. Est-ce que Sarah, tu vois son numéro numéro de téléphone de... Ah ben, tiens, regarde. Je me tais. Voilà, me revoilà. Bon, alors Joséphine Bacon, on est arrivé à la fin, on est arrivé au remerciement. Je rappelle que la 25e édition du Festival littéraire international Métropolis Bleue a lieu à Montréal du 27 au 30 avril 2023 pour ce qui est de la programmation en salle. Donc venez nous y retrouver et relisons l'œuvre de Joséphine Bacon.
Bacon. Ces recueils de poésie ont paru aux éditions Mémoire d'Encrier, et puis il y a un quatrième qui est annoncé. Et puis Joséphine Bacon, merci à vous d'être là, et je crois que vous voulez nous dire un au revoir de manière sonore et bien sentie. Et visuel. Et visuel aussi. Oui. Bon, ben je tiens à vous remercier pour cet honneur. C'est que c'est fun quand ton écriture est reconnue. Tu sais, j'écris pas, j'écris juste pour écrire. Tu vois, j'écris, mais ce qui est extraordinaire, c'est quand les gens te disent, tu les touches, tu sais, par des mots que tu écris, et puis qui, tu sais, c'est ça, c'est le grand prix. C'est quand les gens t'arrêtent puis ils te disent qu'ils te remercient parce que tu les as touchés ou ils ont compris quelque chose quelque part qu'ils sont. Alors ça c'est le premier prix, je trouve. Après ça, ben c'est le prix que vous m'offrez. Je suis très honorée. Merci beaucoup, Tridotno. Le prix hommage. Le prix hommage, il est bien nommé en ce qui vous concerne. Voilà. Merci. Merci. Yamé. Yamé. Yamé.